Bonjour à tous. Alors, je vais me présenter en premier. Je suis Léo Noël. Je suis un ancien étudiant de l'IUT en métier du livre. Et j'ai ouvert une librairie cours Victor Hugo qui s'appelle La Zone du Dehors. Et grâce à l'IUT, comme quoi les études ça sert pas à rien, on a réussi à faire venir Axolot, enfin Patrick Beau et Benjamin Briot, alias Nota Bene. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je pars du principe qu'a priori il y a pas mal de gens qui connaissent. Axolot, j'ai noté 418 000 abonnés quand même depuis juin 2013 et 17 vidéos. Et tu as mis en description en fait de ta chaîne curiosité, merveille, histoires étranges, sources d'étonnement. Nota 437 000 abonnés, donc il te la met, je suis désolé. Ah non, mais c'est clair. Et en plus, t'as eu un sursaut là, il y a quelques mois, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça s'est remonté d'un coup, non? Ah, c'est nos ancêtres les Gaulois, ça. C'est toute la fachosphère qui s'est C'est abonnée vrai pour. Très bien. Donc ça, c'est depuis août 2014. Il y a quelques vidéos en plus, puisqu'il y en a 100 bits. On a quasiment autant de vidéos, quoi. C'est Ouais, vraiment, pratiquement la même chose. Et donc, aujourd'hui, on va parler, ça va être un petit peu compliqué de faire le lien à chaque fois, mais du passage de la vidéo au livre. Donc, pour Patrick Beau, on a 4 ouvrages. Donc, les 3 tomes d'Axolot en BD, je vous fais très vite le descriptif. En fait, ce sont des histoires extraordinaires. Il y en a 6 en fait. Hein. Pardon ? Il y en a 6 en fait. Il y en a 6 en fait. Bon, mais vas-y, alors, tu présenter cela. tu compléteras. Ouais. Donc des histoires extraordinaires, à chaque fois illustrées par des illustrateurs différents. À la fin, un petit commentaire de Patrick qui permet de détricoter le vrai du faux, puisque parfois les illustrateurs ou les scénaristes partent en live. Et Terre secrète, qui est un livre, comment expliquer, qui va décrire sur une double page à chaque fois avec des photos très illustrées un des aspects très étonnants de notre Terre, de notre planète. Nota, donc là ce sont plusieurs chapitres sur plusieurs pans d'histoire avec comme particularité le fait qu'il y a toujours une partie fictionnée dans les récits qui permet parfois de mettre des images sur l'histoire qui peut paraître parfois un peu floue. Il y a assez peu de dates, ça c'est le principe de pas trop saouler les gens avec trop de dates. Et il y a des fins de chapitres qui nous expliquent un petit peu le contexte partout dans le monde. Voilà, à peu près pour faire très très vite sur les présentations. Déjà, est-ce que vous êtes OK sur les présentations ? Déjà, il y a 2 titres en plus à trouver. Oui. Vas-y. Exact. En fait, moi, mon premier bouquin, il est sorti 1 an avant ma chaîne. En fait, j'ai commencé par l'écrit. À la base, Axolot, c'est un blog donc, que j'ai ouvert en 2009. Et le livre est sorti en 2012 et c'est un recueil des articles du site avec quelques histoires inédites en plus. Donc le premier est sorti en 2012 et s'appelle L'homme qui sauva le monde et autres sources d'étonnement. Et le premier était auto-édité. Et puis ensuite, en 2014, il y a un deuxième livre qui est sorti sur des personnages inconnus avec des destins hors du commun, qui est sorti aux éditions Arg. Donc Arg, c'est une revue de bande dessinée, qui ont sorti une collection de petits recueils. Et donc voilà, en fait, comme j'avais écrit sur leur site des portraits comme ça de personnages historiques oubliés avec des vies incroyables, donc on a fait ce petit recueil, voilà, qui est sorti en 2014. Et la même année, la première BD est sortie. Et donc Terre secrète voilà, est sortie au début du mois de novembre. Et la suite est en préparation déjà pour l'année prochaine. Voilà. Ouais, de mon côté, en fait, je voulais quand même préciser, excusez-moi pour la voix cassée, que ça parlait de bataille. Quand même, voilà. Même si c'est pas un livre d'histoire militaire et que je me sers de ces batailles comme de prétexte pour développer des contextes historiques. Donc ça va vraiment du 5e siècle avant notre ère jusqu'à notre époque, sur tous les territoires. Et le but, c'était justement de pouvoir revenir sur l'histoire un petit peu de pays que l'on méconnaît, comme la création de l'Afrique du Sud ou l'ingérence américaine à Cuba. Voilà. OK. Mes transitions vont être magnifiques, vous allez voir. Moi, j'ai une première question qui m'est venue quand je regardais sur ta chaîne les généralités. En fait, dans la description de ta chaîne, tu termines par préconiser de prendre du recul par rapport à ce que l'on voit. C'est une question qui revient assez fréquemment autour des vulgarisateurs et des youtubeurs de science et de savoir, qui concerne un petit peu la responsabilité que vous avez vis-à-vis de votre public, de leur donner des informations
viable. Pour toi, quand tu avais écrit ça, puisque tu l'as peut-être écrit au moment de la création de ta chaîne, est-ce que c'est une sorte de protection, genre faites pas gaffe à ce que je dis, des fois je merdouille, ou est-ce que c'est un réel conseil? Enfin, pourquoi Alors, cette phrase? tout d'abord, je ne l'ai pas écrit au début de la chaîne. Puisqu'au début de la chaîne, j'avais pas cette conscience, entre guillemets, de la responsabilité du vidéaste qui s'est développée après. Je pense que ça se développe quand on le pratique. Ce qui est surtout important, c'est que moi-même, avec mon expérience personnelle, je m'étais rendu compte qu'il y a des articles de presse que j'ai pu consommer qui, par la suite, se sont révélés faux, par exemple. Et je me suis dit, tiens, peut-être qu'à l'époque, quand j'avais consommé ces articles de presse, j'aurais dû faire attention et peut-être un peu plus recouper les informations, etc. Et finalement, quand j'ai commencé à consommer de la vidéo sur Internet, c'était d'autant plus vrai. Et particulièrement sur même des grosses émissions, on voyait des gens qui racontaient des choses qui n'étaient pas toujours très très vraies et qui diffusaient ces informations à une très large audience. Donc on avait de la désinformation vraiment à très grande échelle. Et que ça soit volontaire ou pas, ça reste un drame. Et moi-même, je ne suis pas infaillible. Et du coup, j'avais vraiment envie de pouvoir inciter les gens à entretenir un certain esprit critique avec ce qu'ils consommaient. Puisque l'esprit critique, c'est non seulement vital pour analyser un petit peu la société dans laquelle on vit, mais c'est indispensable en histoire, puisque tous les documents sur lesquels on se repose, tous les documents qu'on va étudier, c'est des documents qui sont la plupart du temps partiaux, qui ont été écrits par quelqu'un qui avait un point de vue, quelqu'un qui avait parfois des opinions politiques, etc. Et donc il faut toujours prendre du recul sur ce qu'on consomme, en histoire comme dans la vie de tous les jours, pour essayer de mieux comprendre finalement le cadre dans lequel on évolue. Et du coup, toi, le recul, tu le prends de quelle manière? Est-ce que tu arrives, avec le temps qui t'est imparti, à trouver plusieurs sources et à les croiser, ou est-ce que tu pars du principe que bon, tu as des sources de référence ou des domaines dans lesquels tu sais que les informations sont a priori justes, et ensuite tu t'en réfères justement à l'esprit critique de ton public? Alors, il y a un peu des deux, mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que dans ma démarche, dans ma méthodo, en fait, je vais chercher déjà mes sources, mes articles, je recoupe, je vois ce qui est important, ce qui l'est pas, ce qui peut être sujet à controverse ou pas. Et dans tous les cas, on va dire le garde-fou de mon côté, c'est qu'il y a une relecture participative, puisque j'ai créé un groupe de relecture avec plusieurs potes vidéastes histoire, dans lequel on invite des historiens qui viennent, qui peuvent aider de deux façons, soit avant la rédaction du script pour proposer des pistes de lecture ou une biblio, soit après pour relire et vérifier qu'il n'y a pas d'ânerie. Ou en tout cas, si on ne trouve pas de spécialiste sur la période qu'on est en train d'aborder, de vérifier qu'il n'y a pas de grosses âneries. Et en plus de ça, c'est sûr que si derrière on a une certaine forme d'esprit critique chez les gens qui fait que ils vont commencer à poser des questions, vouloir aller peut-être un peu plus loin, parfois remettre en question ce qu'on a dit aussi, c'est tant mieux, c'est bien, parce que ça peut susciter le débat et ça peut faire qu'avancer, ça peut permettre de développer justement ce contexte. On a la chance sur Internet de pouvoir aller au fond des choses, puisque c'est un média qui est très interactif, donc il ne faut pas s'en priver. Il faut pouvoir l'utiliser justement pour permettre d'aller plus loin. Très bien. Et du coup, je vais poser la question légèrement différemment, mais c'est un peu la même. Tu cherches des choses qui sont étonnantes. Donc je suppose que vient à toi naturellement des gens qui te connaissent et qui connaissent ta démarche, des gens qui vont te proposer des choses étonnantes. Comment est-ce que toi, tu travailles pour finalement trier le grain est livré et savoir que là où il y a quelque chose d'intéressant, et puis là c'est du bullshit, quoi, tout simplement. En fait, parmi les gens qui me suggèrent des histoires, c'est rare déjà que je découvre des histoires que je ne connaissais pas. C'est souvent des classiques. Et ensuite, c'est vraiment très très rare que je découvre, donc par le biais d'un message ou d'un mail, une histoire qui me semble suffisamment intéressante et étonnante pour que j'en parle, et une histoire dont j'ai jamais entendu parler. C'est très rare, c'est vraiment très rarement arrivé. Donc en fait,
Ce que je fais, c'est que je passe beaucoup de temps à chercher à travers tous les supports possibles, que ce soit dans des bouquins. J'achète énormément de bouquins qui parlent de science ou d'histoire ou de personnages surprenants ou de lieux extraordinaires pour essayer de puiser le maximum d'infos. Évidemment, il y a énormément de sites internet qui sont des mines d'or quand on sait où chercher pour découvrir des histoires étonnantes ou des faits surprenants. Et puis il y a aussi beaucoup de documentaires. En fait, toutes les sources sont bonnes à partir du moment où on sait où chercher. Et puis une fois que je découvre un récit, un fait qui m'étonne, ou qui m'émerveille, ou qui me surprend, je le note, je m'assure qu'il est authentique, qu'il est validé par plusieurs sources fiables. Et ensuite, je décide si j'en parle dans une vidéo, si je le garde pour être adapté en BD, si je garde l'histoire pour un livre éventuel. Et donc voilà, en fait, mon seul critère, c'est ma propre stupéfaction face à l'histoire que je découvre. Ensuite, j'en parle autour de moi, je vois comment ça réagit. Et ce qui est drôle, c'est que à force, donc du coup, de travailler, voilà, sur l'étonnement, sur les choses à même de susciter l'étonnement ou l'émerveillement, j'ai de moins en moins de recul, justement. Des fois, il y a des trucs, je sais plus si ça vaut vraiment le coup d'en parler ou pas. Donc je demande autour de moi, je dis ça, c'est surprenant ou pas? Donc j'en me dis, mais oui, c'est un truc de fou. Mais du coup, à force d'en chercher, forcément, mes critères personnels sont plus élevés et j'ai du mal à avoir du recul sur le caractère surprenant d'une histoire ou pas. Donc j'en parle autour de moi. Et puis voilà, si je vois que ça réagit et que ça m'a étonné en premier lieu, c'est des critères suffisants. Voilà. Du coup, l'un comme l'autre, donc vous avez choisi de mettre une part de fiction. Donc toi, dans ton livre, tu l'écris même dans la préface du livre, qu'il y a une partie fictionnée. Et donc, du coup, il y a une clarté hein, dans le bouquin, je vous assure. On voit quand c'est fictionné, enfin c'est précisé, quoi. Quand c'est fictionné, quand ça l'est pas. Et toi, tu fais appel à des illustrateurs qui, parfois, partent très loin. Est-ce que vous avez Pourquoi est-ce que vous avez ressenti ce besoin d'insérer de la fiction dans des choses qui sont a priori réelles? Euh, alors, donc, moi, par rapport à la BD, ça part donc du premier bouquin, L'homme qui sauva le monde, qui est un recueil des histoires que j'avais écrites pour le blog. Et en fait, donc c'est mon éditrice chez Delcourt, Marion Amirgagnan, qui a découvert le livre et qui m'a proposé d'en faire une adaptation BD. Et donc on a discuté et très vite on s'est mis d'accord sur la forme. On s'est dit que ça pourrait être intéressant de faire un collectif pour le côté cabinet de curiosité, quoi. Voilà, varier les styles et proposer une succession d'histoires et de faits surprenants sans réelle catégorisation autre que leur caractère étonnant. En fait, le seul fil rouge, c'est que les récits sont surprenants, comme voilà, quand on visite un cabinet de curiosité et qu'on a des objets hétéroclites qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais qui sont tous surprenants à leur manière. Là, c'était un peu l'idée, quoi. Et donc, ça, c'est valable aussi sur la forme. Donc, on a des styles extrêmement différents. Et le fil conducteur, c'est toujours voilà, le caractère extraordinaire des histoires. Et donc, quand on a discuté avec Marion, moi, ce que je me suis dit, c'était que l'intérêt d'adapter ces histoires en bande dessinée, c'était d'injecter quelque chose de nouveau pour permettre aux gens qui auraient déjà lu les histoires, par exemple sur le blog ou dans le bouquin, puissent les redécouvrir sous un autre angle. Et donc l'idée, c'était de proposer aux dessinateurs de choisir parmi des récits qui, moi, me semblaient plus scénarisables que d'autres. Donc j'ai fait une sélection d'histoires que je leur ai soumis. Et ce qui est assez fou, c'est que sur aucun des 3 volumes, il y a 2 dessinateurs qui voulaient faire la même histoire, quoi. Chacun a toujours eu une espèce de connexion avec son histoire en disant tiens, moi j'aimerais bien adapter ça. Donc il n'y a pas eu besoin de départager 2 personnes, tout le monde a choisi son histoire. Et le deal, c'est que les illustrateurs peuvent faire ce qu'ils veulent de l'histoire, donc l'adapter fidèlement, comme c'est le cas par exemple de Boulet sur le volume 1, qui avait adapté le Turc mécanique, qui est une histoire incroyable et qui n'a pas besoin en fait d'être transformée. L'histoire en elle-même est vraiment incroyable, donc il a adapté très fidèlement. Et puis il y a des dessinateurs comme Erwan Surcouf, toujours sur le tome 1 par exemple, qui a fait
l'adaptation de l'histoire de l'épidémie de danse qui s'est déroulée au XVIe siècle en Alsace. Et donc lui, en fait, il est parti de la base historique et il a fait quelque chose de totalement différent. Il est parti dans une sorte de Walking Dead, sauf qu'au lieu que ce soit des zombies, c'est des gens qui dansent et qui ne peuvent pas s'empêcher de danser. Donc lui, il a fait une adaptation contemporaine du truc. Et c'est pour ça que après chaque histoire, donc moi je fais une note qui donc replace les histoires dans leur contexte original et qui démêle le vrai du faux. Et donc voilà, vraiment c'était ça l'idée, de permettre aux dessinateurs de donner leur version, d'apporter leur sensibilité à l'histoire, leur regard. Et du coup, ben voilà, il y en a qui ont décidé de prendre un ton plutôt inquiétant, il y en a qui ont décidé de partir dans l'humour. Et je trouve que ça marche très très bien. Il y a certaines des histoires dont je me dis, tiens, ça vraiment, c'est étonnant qu'il n'y ait pas déjà eu un film de cette histoire. Par exemple, sur le tome 3, il y a l'histoire de Jack l'Aiguilleur, donc qui est ce singe qui était aiguilleur de chemin de fer en Afrique du Sud au début du 20e siècle. Donc c'est une histoire vraiment incroyable. Enfin, s'il n'y avait pas des preuves matérielles, s'il n'y avait pas des photos, s'il n'y avait pas un musée dans la gare où ça s'est passé de cette histoire-là, on n'y croirait pas, quoi. Donc voilà, donc pour résumer très vite pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, donc c'est un aiguilleur dans une gare en Afrique du Sud qui se fait couper les 2 jambes parce qu'il avait l'habitude de sauter d'un wagon à un autre. Et puis un jour, donc, il tombe sur les rails, il se fait couper les jambes par un train. Donc il se fait opérer et il se fabrique lui-même. Donc déjà, il y a une histoire dans l'histoire. Il se fabrique lui-même des prothèses en bois. Donc il y a un petit côté Tony Stark avant l'heure. Le mec se fait ses propres prothèses et tout ça. Et puis le problème, c'est qu'il pouvait plus travailler comme il le faisait avant, forcément. Et donc un jour, sur un marché, il voit un singe conduire un attelage de bœufs. Et il se dit, tiens, c'est peut-être que ce singe pourrait m'aider dans ma vie de tous les jours. Donc il réussit à convaincre le propriétaire du singe de lui vendre. Et ensuite, il va dresser le singe, déjà dans un premier temps pour lui permettre de se déplacer. Le singe va pousser son fauteuil, etc. Et dans un deuxième temps, il va lui apprendre à activer les aiguillages donc, de la gare. Donc c'est une toute petite gare, il n'y a pas un millier de trains qui passent. Donc il apprend le singe à activer les aiguillages jusqu'à ce que le singe arrive à s'en sortir tout seul, à activer les bons aiguillages. Puis un jour, il y a une passagère qui voit la scène et qui se plaint aux autorités, qui dit, mais attendez, dans la gare je ne sais plus comment s'appelle la gare, je crois que c'est Utoya, un truc comme ça, c'est un singe qui gère les aiguillages, quoi. Donc là, forcément, les autorités ferroviaires se rendent sur place, assistent au truc, le type se fait virer, et son singe avec, mais le gars derrière a tellement bien plaidé sa cause, en disant, mais je vous assure que le singe, il arrive à... Donc ils ont envoyé des inspecteurs pour assister au truc, et ils ont vu effectivement que le singe réussissait à activer les bons aiguillages, donc il a réintégré la gare, et le singe avait un salaire, quoi, donc il était officiellement employé des chemins de fer. C'est le seul singe employé des chemins de fer. Et aujourd'hui, dans cette gare, il y a un musée avec le crâne du singe et des photos où on voit. Donc voilà, une histoire comme ça, là, on se dit, il faut faire un film de ça ou une BD. Et donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Oui, alors de mon côté, c'est un peu plus terre à terre, c'est-à-dire que euh, en fait, je me sers souvent dans mes vidéos de petites relances, etc. Je me demande toujours comment conserver l'attention quand même du spectateur sur des formats de 15-20 minutes. Et là, le bouquin, c'était un nouvel exercice de style. Et je me suis dit, comment est-ce que je vais réussir à maintenir cette attention sans son et sans image. Et ça a vraiment été une question sur laquelle je me suis quand même pas mal penché. Et en fait, au début du bouquin, je me suis dit, bon, j'ai pas envie de faire le même type de bouquin qu'il existe déjà sur le même thème, puisque bon, ça s'appelle Les pires batailles de l'histoire, parce que faut bien que ça se vende. Mais j'avais fait ma petite étude de marché avant. La plupart des bouquins que je trouvais sur le même thème, c'était les 100 plus grandes batailles de l'histoire, tout ça. Donc c'était une bataille, 2 pages. J'étais toujours hyper frustré parce que ça allait vraiment pas au fond des choses. Et donc je m'étais dit non, je vais me concentrer plutôt sur au début une vingtaine de batailles qui s'est transformée en une quinzaine de batailles qui vont me servir comme prétexte, etc. Et je me suis dit bon, ok, alors sur le fond, j'ai envie que ça soit un peu différent, donc je vais beaucoup travailler la contextualisation. Maintenant sur la forme, il faut que ça soit différent aussi. Et c'est pour ça que j'ai envisagé 2 choses. Donc d'une part, les fins de chapitre, qui s'appellent Pendant ce temps-là dans le monde, parce que par exemple quand je traite de 1415 à Azincourt, bon, on sait très bien, on sait tous qu'on s'est pris une branlée par l'Angleterre, mais qu'est-ce qui s'est passé à cette époque
en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud, bah, ça en général on le sait pas. Et pour moi c'était vraiment un moyen de me dire ça, non seulement ça va être un peu original, mais ça va permettre de sortir un peu d'une espèce d'ethnocentricité dans laquelle on a tendance à tomber très facilement. Et la deuxième chose, c'était cette partie fiction, parce que ça me faisait un peu kiffer déjà moi d'écrire ce genre de partie. Et il y avait déjà le challenge de savoir si j'étais capable d'écrire un bouquin, parce que j'écrivais des vidéos, donc je sais écrire des scripts vidéo, mais écrire un bouquin c'est totalement différent, donc il y avait ce challenge. Et un petit challenge supplémentaire, est-ce que j'arrive à écrire de la fiction? Parce que c'est aussi pas du tout la même chose. Et donc j'ai voulu me lancer ce petit défi-là en me disant que en le rajoutant vers le milieu, les 2 tiers du chapitre, ça pourrait permettre aussi peut-être de casser pas une monotonie, parce que j'espère que le bouquin est intéressant, que les gens ne sont pas chiés quand ils lisent, mais que ça pourrait permettre d'apporter un peu de dynamisme à l'intérieur du bouquin, et qu'en même temps ça pourrait permettre de rendre ça beaucoup plus concret. Parce que c'est vrai que quand on parle d'histoire, souvent on parle d'histoire, on prend énormément de recul, on regarde ça de haut, on se dit bon, il s'est passé ça, ça, ça. Bon, finalement c'est assez froid. Et ça se doit d'être froid, parce que dès qu'on commence à ajouter un peu de sentiment dedans, bon bah on s'éloigne un peu de l'histoire pour tomber dans la narration vraiment et dans la fiction. Et du coup là de mettre cette partie fiction où on a des personnages qui sont réels ou totalement fictionnés, c'était pouvoir d'un seul coup se projeter en tant qu'être humain aussi à l'intérieur de cette époque, à l'intérieur de cette bataille, ou avant ou après, pour peut-être en saisir un peu plus les enjeux. Ce qui était important aussi, c'est que ces parties fiction, pour moi, il fallait pas que ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Il fallait pas que ça soit gratuit. C'est-à-dire que chaque partie, elle est justifiée. Et dans chaque partie fictionnée, il va y avoir un petit détail qui est réel. Et par exemple, on a, durant la bataille de Ishandlaga, un officier britannique qui a du mal en fait à ouvrir des caisses de munitions en fait. Il est cerné, il sent que bon bah voilà, il manque de se faire de se faire tuer, et il se dit bon, il me faut absolument des munitions pour que je puisse me défendre. Il n'arrive pas à ouvrir ses caisses de munitions, et donc il décide de se cacher sous une chariote. Et en fait, eh bien en vrai, il se trouve que ce mec qui a existé a vraiment eu des problèmes pour ouvrir ses caisses de munitions, ce qu'il avait fait remonter cette information à son commandement, et que par la suite, toutes les caisses de munitions avaient été changées dans l'armée parce que ça avait posé d'autres problèmes sur d'autres fronts où on avait des types qui étaient en manque de munitions mais qui n'arrivaient pas à ouvrir les caisses, ce qui était quand même con. Euh, donc voilà, tout est justifié, ça apporte toujours un petit truc, et pour tout ce qui est purement inventé, il y a toujours en bas de page des indications en disant bon, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, voilà, pour être sûr de pas noyer le poisson. Et si je peux me permettre, sur moi, ça a très bien fonctionné. Parce que moi, c'est pas trop les dates mon problème. J'ai la mémoire des chiffres, mais par contre, j'ai pas du tout la mémoire des noms. En histoire, il y a aussi énormément de personnages. Et en fait, moi, j'ai trouvé. Alors, je sais pas si tu y avais pensé spécialement, mais qu'en fictionnalisant, en fait, le personnage, on le place dans des images, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, au niveau de la mémoire, moi, ça fonctionnait vachement bien. J'arrivais à mettre un personnage dans un contexte, puis finalement, quand il rencontrait un autre personnage, j'avais des images qui se faisaient, et j'avais pas cet amoncellement de rois, de princes ou d'autres qui, au bout d'un moment, moi, se perd. Donc, en tout cas, voilà. Pour moi, ça marche. Essayez. Je crois qu'il y a une question du public avant de continuer. Question pour Axolot. Pour les BD, les dessinateurs qui ont participé, c'est plutôt l'éditrice qui te les a proposés, ou c'est ton petit caprice où t'as dit je veux bien machin quand même? En fait, sur le premier bouquin, donc L'homme qui sauva le monde, il y a 7 illustrateurs qui ont fait des dessins pour les têtes de chapitre. Et en fait, c'était des lecteurs du blog. Et donc moi, comme je suis graphiste à la base, donc j'avais donc envisagé de réaliser entièrement le bouquin. Donc ce que j'ai fait la maquette et tout ça. Mais pour illustrer les chapitres, donc je me posais la question, qu'est-ce que je vais faire? Et donc j'en ai discuté avec Adrien Méniel, donc qui aujourd'hui donc travaille chez Golden Moustache, mais qui est dessinateur à la base. Et donc ça, c'était peut-être en 2011.
je dirais à peu près, donc c'était il y a 5 ans déjà. Je lui parlais de ça, je lui disais, bah voilà, je suis en train de me demander ce que je vais faire pour les illustrations et tout. Et donc, il note l'info, et de son côté, il va en parler à des amis dessinateurs qui étaient lecteurs d'Axolot, sans m'en parler. Et quelques jours plus tard, il revient vers moi, donc sur Messenger, et il me dit tiens, ben, j'en ai parlé avec quelques personnes, et il y en a qui seraient chauds pour t'illustrer le bouquin. Donc il commence à me dire qui. Et donc voilà, il m'explique en gros que Boulet est super partant pour faire un dessin, que Manu Larsenet est partant. Donc moi j'étais sidéré parce que j'aurais jamais envisagé demander des illustrations gratuites en plus à des dessinateurs éminents comme ça. Et puis en fait, c'est que des dessinateurs qui étaient lecteurs du blog et à qui ça faisait plaisir de participer. Et donc du coup, quand la BD s'est faite, naturellement, j'ai proposé à tous les dessinateurs qui avaient participé au bouquin. Donc ils ont tous collaboré, à l'exception de, il y avait Laurel qui n'a pas participé à la BD et Manu Larsenet qui ne voulait pas participer à la BD parce que lui trouvait que les histoires se suffisaient, lui était lecteur du blog et trouvait que les histoires se suffisaient elles-mêmes en texte et donc il ne voulait pas participer à la BD malheureusement, sinon ça aurait été vraiment très très cool, mais donc voilà. Donc il y avait une partie de dessinateurs qui sont devenus après des amis du coup. Il y a une partie de dessinateurs dont j'appréciais le travail mais que je connaissais pas personnellement, donc avec qui j'ai pu entrer en contact par le biais de mon éditrice. Et il y a encore une petite partie de dessinateurs et dessinatrices qui m'ont été suggérés par Marion, donc mon éditrice. Souvent des dessinateurs ou des dessinatrices qui n'ont pas encore publié, parce qu'en fait Marion, elle va repérer les futurs talents dans les écoles. Et elle me dit ah tiens là j'ai repéré quelqu'un qui serait pas mal pour Axolot et tout machin. Donc par exemple dans le premier tome c'est Camille Moog qui n'avait jamais donc publié à l'époque de BD. Donc sa première BD publiée c'est dans Axolot. Donc moi, je suis très content de pouvoir mettre en avant le travail de jeunes dessinateurs dans un livre qui compte des dessinateurs aguerris, quoi, comme Boulet ou Pénélope Bagieux par exemple. Donc c'est plutôt cool. Et aujourd'hui Camille Moog, là, elle vient de sortir avec Davy Mourier une BD qui s'appelle Dieu n'aime pas papa. Donc voilà, ça fonctionne très bien. Sur le tome 2, c'était Rosalie Strosser qui n'avait jamais publié. Et là sur le tome 3, c'est Loli Kata, qui est à la base une illustratrice qui faisait des fan art. Voilà, sur les réseaux sociaux, elle postait des dessins. Elle avait fait beaucoup de fan art du Fossoyeur de film notamment. Et je trouvais qu'elle faisait des dessins super. Et puis un jour, on s'est rencontrés et je lui ai dit bah, moi j'aime beaucoup tes dessins, est-ce que ça t'intéresserait de participer à une BD? Et elle n'avait jamais fait ça. Et elle m'a dit bah ok. Et donc voilà, donc on a beaucoup travaillé ensemble et eu beaucoup d'allers-retours parce que voilà, elle avait jamais fait de bande dessinée, elle faisait beaucoup d'illustrations. Et au final, donc elle a illustré l'histoire du poids de l'âme, donc du scientifique qui pensait pouvoir mesurer le poids de l'âme. Et donc c'est super ce qu'elle a fait. Et donc voilà, c'est un mix de tout ça, quoi. Un mix d'amis, de gens dont j'aime le travail, de gens que me suggère l'illustratrice. Et ce qui est cool, c'est que voilà, on peut mettre sur un pied d'égalité du coup des illustrateurs aguerris et des illustrateurs qui ne demandent qu'à se faire connaître. Et donc c'est ce que j'aime bien avec ce projet-là. Voilà. C'est rigolo du coup parce que la question n'était pas posée mais je vais y répondre quand même aussi. Parce que moi dans le bouquin il y a aussi des illustrations, en fait il y a une quinzaine d'illustrations et une quinzaine de cartes pour essayer de comprendre un peu comment ça s'est passé. Et il se trouve que c'est aussi un illustrateur qui n'avait jamais publié, qui s'appelle Arcadie Picardi. Alors c'est son vrai prénom. Un jour je lui ai demandé pour lui envoyer la facture, je lui ai dit sinon c'est quoi ton vrai prénom? Il me dit bah, Arcadie Picardi, d'accord. C'est son vrai nom aussi. C'est ça. D'accord. Il y a une sorte de super-héros Picard en fait. C'est ça. D'accord. Il est belge. Mais et il se trouve que ce type, en fait, moi je l'avais rencontré à la Paris Manga, où en gros il était sur un stand à côté du mien et il m'avait laissé un petit mot j'avais posé un livre où les gens pouvaient me laisser des petits mots et il m'a dit je peux te faire un petit dessin en 5 minutes. Je lui ai dit ouais pas de problème, et il m'a fait un dessin en 5 minutes et j'ai trouvé que ça défonçait tellement. Je lui ai dit écoute laisse-moi tes coordonnées, moi je te rappelle en ce moment j'ai un projet en plus, là franchement je suis juste épaté quoi. Et il me les a laissés. Alors par la suite il m'a dit ouais je pensais vraiment pas que tu m'appellerais, et puis bah du coup je l'ai recontacté et c'est comme ça qu'on a fait le bouquin tous les deux. Et je vous invite vraiment à jeter un petit coup d'œil sur les illustrations du bouquin parce qu'elles sont vraiment magnifiques.
Et c'est un type hyper talentueux aussi, j'espère, qui commence à publier à droite à gauche. Et c'est assez cool. Victoire, je vois pas Morgane. Est-ce que je prends une autre question maintenant? Oui, on a une autre question. Ouais, vas-y. Chloé. Alors bonsoir. Bonsoir. J'avais une question spécifique pour Axolot par rapport... Désolée, ça va. Et c'était par rapport aux illustrateurs déjà un minimum connus. Est-ce que c'était déjà tes amis avant? Est-ce que tu les avais rencontrés sur d'autres projets avant la BD, ou est-ce que tu les as contactés spécifiquement pour la BD? Donc voilà, pour le tome 1, c'est ce que je disais, je les ai connus par le biais du premier livre. Et donc, je vais reprendre la couve pour oublier personne, du tome 1. Donc sur le premier volume, donc les dessinateurs qui sont des amis, il y a donc Adrien Méniel, Capucine et Libon. Il y a Marion Montaigne, donc qui fait Tu mourras moins bête, qui est une très bonne amie. Boulet, donc. Et puis les autres, je les ai rencontrés à l'occasion de la BD. Geoffroy Monde, par exemple, qui fait un travail de dingue. C'est un illustrateur incroyable et il a un humour vraiment unique, un humour absurde qui est vraiment très particulier. J'ai rencontré aussi, donc par le biais du premier volume, Guillaume Long, aussi, qui fait un super boulot. Erwan Surcouf, qui est un dessinateur génial. Et sur le volume 2, j'ai pu rencontrer des gens qui sont ensuite devenus des amis, comme Julien Nil, par exemple, qui fait Lou. Donc c'est une série de BD et c'est devenu un film aussi, qui est sorti l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans. Voilà, donc c'est devenu un ami. Et ce qui est marrant, c'est que c'est lui qui m'avait demandé s'il restait de la place sur Axolot 2. Donc par Messenger, en fait. Il m'a envoyé un message en me disant est-ce qu'il reste de la place, parce que sa fille est fan d'Axolot. Et il m'a dit voilà, ce serait trop la classe si j'étais dans l'Axolot. Donc je lui ai dit ok, il faut savoir qu'au moment où il m'a demandé ça, donc Lou, c'est vraiment une série qui cartonne. Et puis le film en plus venait de sortir et tout ça, donc moi j'étais assez honoré. Et puis ça m'a permis de rencontrer aussi Pénélope Bagieux, du coup. Et puis Pochep, qui est un super dessinateur. David Mourier, je l'avais croisé, on va dire, avant la BD, mais c'est à partir de la BD qu'on a vraiment commencé à devenir amis. Donc en fait, il y a une part de gens qui étaient des amis avant la BD, et puis il y a une part de gens qui sont devenus des amis suite à cette collaboration. Donc c'est cool sur tous les plans, du coup. Ouais. Et le film Lou est très bien. Ouais. Non, j'en prendrai plus tard. J'en ai trop là. T'inquiète, je referai une pause question du public. Alors la question capitaliste. J'ai pas un jingle, mais vous pouvez l'entendre presque. Est-ce que l'idée de faire des bouquins, c'est aussi un moyen pour vous d'atteindre de nouveaux abonnés? Est-ce que c'est aussi pour vous un moyen de gagner de l'argent? Ou alors, est-ce que ça part vraiment juste à la base, même s'il y a du bonus, d'une volonté de changer de format et d'aller vers autre chose? Comment ça s'est pensé tout ça, en fait? Pour moi, c'est du plus. Alors, en fait, la question des thunes, bon, elle est légitime aussi. Il faut que, en tout cas, ça puisse, je pense, rapporter assez pour que juste on puisse bouffer au moins au minimum sur la période de production du bouquin. Bon, moi en l'occurrence, il fallait que je puisse payer aussi des gens pour continuer à m'aider sur la chaîne, parce que j'arrivais pas à concilier l'écriture du bouquin et la production sur ma chaîne, et que j'avais pas envie que la production s'arrête sur ma chaîne. Donc j'ai embauché 2 potes, Pilote qui fait l'émission sur les séries, et Linguisticae qui fait l'émission sur la linguistique, qui m'ont aidé tous les deux sur la chaîne. Après, écrire le bouquin, c'est pas que pour les thunes. Pour moi, c'était vraiment... Il y a plusieurs raisons qui m'ont poussé à écrire un bouquin. Il y avait d'une part le fait que c'était un rêve de gosse, parce que quand on est gosse, on lit beaucoup de bouquins, et puis on s'est tous dit à un moment donné, le soir, en lisant son bouquin sous la couette, tiens, si moi aussi j'écrivais mon propre bouquin un de ces jours. Donc là, c'était une opportunité qui m'était laissée. Je me suis dit, ça peut être sympa de concrétiser enfin ce rêve de gosse. Il y avait aussi le fait que je me rendais compte de la chance que j'avais de pouvoir être édité.
C'est-à-dire que moi, à la base, j'avais pas prévu d'écrire de bouquin. Mais j'ai 4-5 gros éditeurs qui sont venus me voir en me disant Ben, est-ce que tu veux écrire un bouquin? Si oui, carte blanche et on t'édite. Et alors moi, j'avais pas trop conscience de la chance que c'était, mais quand j'ai pas mal de copains qui sont venus en m'insultant, en me disant putain, mais tu te rends compte un peu ou quoi la chance que t'as, nous ça fait 5 ans qu'on galère à se faire éditer, on n'y arrive pas et tout. Et effectivement, je me suis rendu compte que se faire éditer, c'est aussi une chance, et que peut-être que cette fenêtre de tir, elle allait se refermer peut-être dans 1 ou 2 ans, je sais pas où j'en serai, et qu'il fallait quand même que je saisisse cette chance qui m'était offerte de pouvoir écrire un bouquin. Ensuite, il y avait le challenge perso, comme je le disais tout à l'heure, de se dire est-ce que je suis capable d'écrire un livre, puisque là je l'ai dit, bon, je sais animer, je sais monter des vidéos, je sais écrire des vidéos. Écrire un livre, c'est pas du tout pareil. Il s'agit pas d'écrire un script ou de reprendre un script qu'on va publier comme ça. C'est pas du tout la même écriture, et donc ça c'était aussi un petit challenge perso, de se dire est-ce que je vais réussir à intéresser sans le son, sans l'image. Et enfin, il y avait quand même cette volonté aussi. Alors, à travers ce bouquin, je sais que je vais toucher des gens qui regardent l'émission et qui apprécient l'émission, mais ce que j'espère aussi, c'est pouvoir toucher un public qui n'est pas consommateur de vidéos. C'est-à-dire que pour tout ce qui est vulgarisation, et je pars du principe qu'on n'a pas tous la même capacité à apprendre en fonction des médias. Et il y a des gens qui vont être peut-être très sensibles au format Nota Bene sur YouTube, qui vont y trouver leur compte, ça va leur permettre d'apprendre des trucs. Et je pense qu'il y a des gens qui sont totalement réticents aux vidéos. Alors là, je parle pas que de Nota Bene, hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens, effectivement, ils vont me regarder, ils vont se dire j'aime pas sa gueule, j'aime pas sa voix, je vais aller ailleurs et peut-être que ça me conviendra, et ça leur convient. Mais il y a des gens, je pense, qui vont être hermétiques à la vidéo, tout simplement, et qui vont plutôt préférer des podcasts audio tout court ou des formats papier. Et ça, je peux tout à fait le concevoir. Et pour moi, c'était aussi donc l'occasion de toucher des gens qui regardent pas des vidéos. Et je m'aperçois que ça peut être en partie ce que réussit le livre, puisque j'ai beaucoup de retours de gens qui sont abonnés à la chaîne, qui me disent acheter le bouquin pour l'offrir par exemple à leurs parents qui eux ne consomment pas de vidéos sur internet. Et ça fait plutôt chaud au cœur de se dire que bon, potentiellement je peux débarquer dans un salon dans les mains d'une petite mamie de 70 ans, quoi. Voilà. On doit venir. Du coup, la question se pose pas exactement de la même manière pour toi, parce que toi, tu es parti de l'écrit avec le blog, et les vidéos arrivent. Mais bon, tu es tout de même, donc, comme tu nous l'as dit sur... je sais plus si tu nous l'as dit à nous ou à moi tout à l'heure. Tu es quand même sur la suite de Terre Secrète, et il y a un autre livre en préparation avec Flammarion. Ouais. Donc du coup, la question, elle prend plutôt cette forme-là. Quelle place, en fait, prend l'écrit dans ton travail? Et du coup, aussi, la question de l'argent. Donc ouais, effectivement, comme tu le dis, moi je suis parti de l'écrit, puisque en fait le premier bouquin, il a été écrit par le biais d'un blog pendant les 2 ans où j'ai rempli le site d'articles. Finalement, c'était l'écriture d'un bouquin au bout du projet. Et les vidéos à la base étaient une déclinaison de ce blog, quoi. Je pensais pas que ça prendrait cette ampleur-là. Et donc du coup, moi, je viens vraiment de l'écrit, et par conséquent, la question s'est même pas posée, quoi. Quand j'ai eu diverses propositions de publication, pour moi, c'était parfaitement cohérent avec l'origine du projet Axolot, puisque même les vidéos sont très écrites. En fait, elles sont écrites comme j'écrivais les articles, en fait. Donc, il n'y a pas eu de calcul de type monétaire, puisque vraiment je viens de l'écrit à la base. Et en fait, quand j'ai auto-édité mon premier bouquin, donc c'était en 2012, et à l'époque, donc Axolot n'avait pas la popularité que ça a pris aujourd'hui, et donc j'hésitais à démarcher les éditeurs. Je me disais que ça allait me prendre beaucoup de temps, que j'étais pas certain d'être édité, et en plus de ça, j'étais pas certain non plus que mon projet serait publié tel que je l'imaginais. Et moi, j'aimais bien vraiment concevoir le truc de A à Z, y compris au niveau graphique, etc. Donc
En fait, je me suis dit, tiens, je vais essayer l'auto-édition, ça va être une expérience, je vais voir ce que ça donne, je vais fabriquer mon livre. Donc voilà, j'ai vraiment tout fait de A à Z, sauf les illustrations dont on parlait, donc il y en a 7. Et donc, à l'époque, j'étais déjà entré en contact avec l'éditrice de Duno, qui m'avait dit donc que le projet ne correspondait pas à leur ligne éditoriale. Et donc, du coup, moi, je me suis dit, bon, bah, tant pis, voilà, je vais faire mon truc. Ensuite, voilà, il y a eu les vidéos, ça a bien fonctionné. Et puis là, donc, l'éditrice de Duno est revenue. Tout à coup, là, ça collait à la ligne éditoriale de Duno. Donc, mais elle a été très honnête. Elle m'a dit, bon, voilà, je suis passé à côté du truc à l'époque et tout ça. Donc moi, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble. Et donc, elle m'a demandé si j'avais une idée de bouquin. Et moi, je lui ai tout de suite dit que j'avais vraiment envie de créer un beau livre. En fait, j'adore ce type de livre et j'avais jamais imaginé en faire un, quoi. Mais c'est typiquement le genre de bouquin que j'achète quand je tombe dessus. Et en fait, par le biais d'Axolot, je collecte des faits et des histoires dans diverses catégories qui me permettent, si j'en ai envie, de me focaliser sur une thématique en particulier, quoi. Et par rapport au lieu, donc ça faisait déjà donc plusieurs années que je collectais beaucoup de sites extraordinaires. Et donc l'idée avait germé de faire un livre consacré à ça, quoi, aux lieux les plus incroyables que j'avais pu découvrir au fil de ces années. Et donc je lui ai parlé de ça. Je lui ai dit, bah voilà, j'aimerais bien faire ça. Vu que Duno, c'est une maison d'édition qui est plutôt axée science en général, ça l'a tout de suite intéressé, quoi, puisque c'est un bouquin de géologie finalement. Et elle m'a proposé de collaborer avec Charles Frankel, qui est un géologue, vulcanologue, qui a écrit plusieurs livres de vulgarisation. Et donc, Charles, en fait, a rédigé des encadrés scientifiques. Donc moi, j'ai amené les sites. Donc il y a 100 lieux dans le livre. Donc j'ai amené les lieux. J'ai écrit les articles pour tous les lieux. Et Charles, à chaque fois, donc, a rédigé un encadré qui permet de entrer plus en détail dans la formation des sites, par exemple. En fait, il apporte les connaissances que je n'ai pas. Il apporte sa science. Donc du coup, c'est un bouquin qui est assez complet, puisqu'on a l'aspect vulgarisé et puis l'aspect scientifique. Et juste pour la petite histoire, quand je l'ai rencontré, donc c'était chez Duno, et donc quand l'éditrice de chez Duno m'a dit, ben voilà, moi j'avais pensé à Charles Frankel éventuellement pour collaborer avec toi, j'ai tout de suite googlé le nom du gars et j'ai vu que bon, il avait un sacré pédigré, quoi. C'est vraiment une pointure. Le type a travaillé avec la NASA sur les futures missions martiennes. Donc voilà, spécialiste des volcans. Il est professeur. Donc dans plusieurs universités américaines, enfin vraiment une tronche, quoi. Et donc je me suis dit, waouh, quand je vais rencontrer ce gars, moi je suis un autodidacte, quoi. Je suis passionné de curiosité, mais j'ai pas un master en curiosité, quoi. Et donc du coup je me suis dit, waouh, ça pousse à l'humilité, quoi. Et donc je rencontre le type, et là vraiment un mec adorable, vraiment humble et tout. Et je réalise surtout que, en fait, autant lui, forcément, il avait sa spécialité, c'est un géologue, il est vulcanologue, il a ses spécialités. Et puis j'ai réalisé que moi j'avais la mienne, quoi. Moi je suis spécialiste en bizarrerie, en fait. Et donc la plupart des sites qu'il y avait dans le bouquin, il en avait jamais entendu parler, peut-être les 3/4. Et donc du coup, il était étonné, quoi. Il a dit, waouh, ça, j'ai jamais vu ce truc-là, ça, qu'est-ce que c'est et tout. Et donc c'était vraiment un travail complémentaire, puisque moi je lui ai apporté ma science des bizarreries, et puis lui, donc il m'a apporté sa science en géologie. Et donc voilà, ça a été un boulot très, très, très complémentaire. Et tout ça pour dire que ouais, tout ça s'est fait très naturellement, quoi, en fait. Cette collaboration avec Duno, on peut dire qu'elle a été initiée 4 ans plus tôt, à une époque où il n'y avait pas encore de vidéo. Et du coup, celle avec Flammarion, donc pour un bouquin qui sortira en 2018, à la base c'était censé être une réédition du premier bouquin. Et puis finalement, ça va être un livre totalement nouveau. Mais voilà, c'est vrai que moi, dans mon cas, j'ai pas le sentiment de faire donc des ouvrages papier comme des produits dérivés, on va dire, des vidéos, puisque c'est plutôt l'inverse, quoi. C'est plutôt les vidéos qui étaient une déclinaison, parce que c'est un format que j'avais jamais pratiqué, que j'avais envie de m'y essayer. Et donc voilà, c'est un cas un peu particulier.
Mais c'est rigolo, cette petite histoire du oh, on a loupé le coche, on vient vers toi, parce que c'est très symptomatique finalement. Tu parlais de la du petit quart d'heure capitaliste. Moi, c'est vrai que quand les éditeurs sont venus me voir, tous les mails commençaient par on aime beaucoup ce que vous faites. J'avais envie de dire ouais, arrêtez de vous foutre de ma gueule. Vous aimez surtout, c'est les 400 000 abonnés qu'il y a derrière et qui représentent un beau réservoir pour vendre le bouquin finalement. Et ça, enfin, on le remarque quand même beaucoup, hein. C'est-à-dire que cette année, il y a eu énormément de vidéastes qui ont sorti de bouquins. Et moi, déjà, j'avais des craintes l'année dernière, parce que l'année dernière, il y avait aussi beaucoup de livres qui sont sortis. Et ma crainte, c'était que cet appât du gain et de l'argent facile fasse qu'il y ait un flot de merde qui arrive comme ça, qui soit publié cette année, et que finalement, ce qui au départ était un argument de vente du genre le vidéaste truc machin, c'est pas comme vu à la télé mais presque, et que finalement ça devienne un contre-argument pour l'année prochaine où on se dise ah non mais c'est un vidéaste, ah non ça veut dire qu'il va faire un livre de merde, donc non on va pas l'éditer. Et j'avais vraiment peur qu'il y ait beaucoup de bouquins qui surfent comme ça sur l'argent facile et qui sortent des bouquins vraiment pas cool. C'est le cas. Et bon, finalement, j'ai été plutôt surpris parce que là, en tout cas, sur ce que j'ai vu cette année, ça va, c'est plutôt correct. Il y en a quelques-uns, voilà. Ouais. Ben, moi, j'ai vraiment le sentiment que c'était un peu ce qui s'était passé à l'époque où tous les gens tirés d'émissions de télé-réalité faisaient leur bouquin, quoi. Tout à coup, voilà, Loana faisait sa biographie, etc. Et j'avais l'impression que c'était le même type de phénomène. Il y a une bulle éditoriale, tous les éditeurs se précipitent dessus en disant ok, c'est maintenant qu'il faut le faire parce qu'il y a un public, quitte à sortir n'importe quoi très vite. Et malheureusement, évidemment, dans le tas, il y a des bouquins super qui sont écrits par des gens qui sont réellement passionnés et qui savent écrire, et puis il y a des bouquins qui sont pas terribles et qui sont clairement sortis par opportunisme, mais malheureusement tous ces gens-là vont être mis dans une même vague. Ça c'est terrible, puisque effectivement dans un an ou deux on dira ah bah oui d'accord, c'était la bulle des youtubeurs machin. C'est triste vraiment, parce que dans le tas il y a vraiment des gens doués. Et ouais, je pense que c'est pas un phénomène nouveau, quoi. Voilà, régulièrement il y a comme ça tout à coup des bulles médiatiques, les éditeurs se jettent dessus. Donc j'espère que voilà, ceux qui ont fait un travail sincère et un bon travail parviendront à survivre à cette vague, à cette mode, et pourront prouver que ouais, voilà, c'est des auteurs qui sont capables d'écrire quelque chose d'intéressant. Sinon oui, ce serait dommage. Ouais. J'ai une petite anecdote à ce sujet, c'est que il y a quelques mois, on a reçu la tronche en biais à la librairie, donc des youtubeurs qui font de la zététique. Bon, je vous explique pas, vous chercherez. Bref, et j'appelle régulièrement la radio FIP, qui font des annonces sur les choses qui se passent à Bordeaux et à Paris, et du coup, on les appelle le matin, ils font l'annonce dans la journée, et c'est chouette, quoi. Et donc du coup, j'appelle la radio, je leur dis ce qui se passe à la librairie, et puis je m'entends répondre ah non mais nous on fait que les choses culturelles, c'est bon quoi, ça va aller. Alors je suis un peu étonné, je me dis bon, ça se trouve ils connaissent pas, bon ils ont pas compris de quoi il s'agissait, bon c'est pas grave. Et en fait j'ai réalisé dans la journée que la veille une autre librairie que vous connaissez ici avait reçu Enjoy Phoenix et que ça avait fait tout un truc. Et donc effectivement je pense qu'il y avait eu tout un buzz autour de ça, je pense qu'ils ont fait une petite confusion, et effectivement, ça peut poser problème d'avoir de tout, du bien et du peut-être moins bien. Je dis ça et en même temps, je n'ai pas lu son livre. Et ça se trouve, il est très bien. Ouais, mais surtout quand on connaît la tronche en biais, on oppose la tronche en biais et Enjoy Phoenix, il y a quand même un gouffre assez abyssal. C'est ça le souci, quoi. C'est cet amalgame entre des différentes personnes qui n'ont absolument rien en commun. La seule chose qu'ils ont en commun, c'est d'utiliser une même plateforme. Mais ils sont à des années-lumière, quoi. Et malheureusement, oui, voilà, tous ces gens sont mis dans le même panier, sous une même étiquette, alors que voilà, on peut pas faire plus différent. Donc c'est assez dommage. Est-ce que je prends une question du public? Je sais pas où vous êtes, les filles là. Elles sont plus là. Est-ce que il y a un micro par là, j'ai l'impression. Il y a un bouton en bas. Ouais. Sinon, j'en ai d'autres. Hein. Moi, j'enchaîne. Là, c'est bon. Ouais, super. On a eu un petit problème, mais du coup, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ouais. Où il est... J'arrive. Doucement quand même, hein. Toujours.
Moi, du coup, c'est pour Nota Bene. C'est plus pour savoir pour l'évolution de la chaîne ou même un autre livre par rapport au type de vidéos qui sortent. Il y en a de plus en plus qui sont vis-à-vis de, je sais pas, des jeux ou des séries. Est-ce que c'est quelque chose qui va se multiplier ou même faire un livre des adaptations entre différentes histoires et pop culture? Ou je sais pas si c'est clair. Si, ça c'est clair. Alors pour la chaîne, je vais toujours un petit peu là où mon envie du moment me mène. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, il y a un nouveau format que j'explore sur la chaîne qui me plaît beaucoup, c'est le format un peu actu, où là je peux un peu plus me lâcher et où c'est juste du face caméra et où je donne un peu plus mon avis que lors des émissions plus classiques, où j'essaye de tendre vers une objectivité qui n'est pas totale, loin de là. Mais en tout cas, pouvoir réaliser des vidéos comme Nos ancêtres les Gaulois ou la polémique Battlefield, c'est les trucs qui me plaisent pas mal parce que ça permet vraiment de susciter un débat, un gros débat dans les commentaires et de pouvoir engager la conversation avec les gens. Ce qui est assez sûr, c'est que sur 2017, un des axes de développement de la chaîne, ça va être des vidéos qui seront peut-être un peu plus léchées et en partenariat avec des musées, des institutions, des choses comme ça. Parce que c'est pour différentes raisons. Mais d'une part, je trouve que c'est toujours intéressant de pouvoir s'appuyer sur l'expertise d'institutions qui ont eux aussi des contacts à côté pour réaliser des films qui sont chouettes, pour permettre de découvrir des trucs. Alors je disais tout à l'heure à Patrick, voilà, dans un de mes prochains épisodes, je vais faire du Patrick Beau parce que j'ai été contacté par l'office de tourisme du Berry, tu vois, qui m'ont contacté en me disant Ben, est-ce que ça te dirait de faire un truc sur le Berry? Alors au départ, j'étais pas trop chaud, tu vois, dans mon PC, j'ai lu le mail, je me suis dit ouais, le Berry, je sais pas, il y a peut-être plus sexy. Et en fait, en réfléchissant un peu, en allant chercher, je me suis dit putain, en fait, il y a plein de trucs hyper intéressants. Et oui, allons faire un tournage là-bas où je vais pouvoir aller sauter de lieu en lieu pour expliquer un petit peu l'histoire du Berry. Ça peut être vraiment cool. Et ça, c'est un truc que je pense qui va se développer un peu sur la chaîne, puisque j'ai déjà plusieurs projets qui sont calés jusqu'au troisième trimestre 2017 concernant ce genre de format. Après, parler de jeux vidéo et de séries, les séries, il y en aura encore, les jeux vidéo peut-être un peu, mais les jeux vidéo pour l'instant, pour 2017, en tout cas pour le premier semestre, ça sera peut-être pas le cas sur la chaîne, puisque, sauf exception, puisque je suis en train de faire une série de webdocs pour Arte Créative qui va parler de l'utilisation de l'histoire dans les jeux vidéo. Et qu'on va devoir, ça fait 10 mois que je suis dessus, et ça devrait être diffusé septembre-octobre 2017. Et donc je vais déjà beaucoup bouffer de jeux vidéo et d'histoire sur ce truc-là, donc je pense que je me changerai un peu les idées sur la chaîne en traitant pas justement de jeux vidéo. Mais si tu as vu l'épisode Battlefield, ça sera vraiment pour moi, c'était vraiment un teaser de toutes les questions que je vais pouvoir me poser dans cette série finalement, parce que c'est assez intéressant comme sujet. Concernant un bouquin, un second bouquin, il n'y en aura pas en 2017. Tout simplement parce que ce bouquin-là m'a épuisé déjà à écrire. C'était très court finalement. Moi, j'aurais bien voulu avoir quelques mois de plus pour finir ce livre. J'ai eu 6 mois et demi en fait pour écrire ce livre, donc ça a été très rapide. Et je pense qu'il faut que je me laisse un peu de temps pour redémarrer sur de bonnes bases pour un livre en 2018. Ce qui est sûr, c'est que ça sera pas, je pense pas faire la suite de ce bouquin. J'ai envie d'explorer d'autres pistes. Alors tu me proposais celle de l'adaptation de séries ou de jeux vidéo avec l'histoire. Why not, je me ferme pas de porte. Mais après, j'ai plusieurs pistes que j'ai envie d'explorer aussi. Ça peut peut-être être un sujet sur la mythologie, je sais pas encore. Allez, une deuxième. Bonjour. Alors j'ai 2 petites questions pour tous les deux. Donc d'abord, d'après vous, quelle est la pertinence du format vidéo en termes de pédagogie? Et ensuite, donc vous êtes 2 vidéastes qui utilisent peu l'humour.
Est-ce que pour autant vous pensez que ça peut avoir son intérêt en termes de vulgarisation? Alors, attends, première question, l'intérêt de la vidéo par rapport à la pédagogie. Oui. Après, il a dit que vous étiez pas drôle. Ouais. C'est ça. En fait, pour moi, la vidéo, c'est un outil qui englobe diverses formes d'expression. Dans la vidéo, on a de l'écriture. Dans la vidéo, on a du coup de l'iconographie. On a aussi un aspect radiophonique, si on veut. C'est une espèce de fusion de médias qui permet une immense quantité d'effets et de matière, quoi. Donc, que ce soit au service de la pédagogie ou d'autres choses, c'est un outil formidable. Donc, je pense que l'intérêt de la vidéo pour la pédagogie, c'est le même que l'intérêt de la vidéo pour, j'en sais rien, moi, pour la découverte de paysages extraordinaires dans des documentaires, par exemple. Forcément, on peut montrer plus de choses dans une vidéo que si c'était simplement dans un bouquin ou dans un reportage radio. On peut à la fois montrer des images qui bougent et donc parler par-dessus et intégrer tous les éléments qu'on peut, quoi. Donc il me semble que c'est un outil extrêmement complet pour traiter n'importe quel sujet et que par la force des choses, ça apporte beaucoup de choses pour la pédagogie, puisqu'on peut montrer, on peut parler. Donc voilà, c'est vraiment un outil très riche et qui a une grammaire propre aussi, donc qui permet d'ajouter des effets de montage, des effets d'atmosphère, avec l'utilisation de la musique, du son. C'est un outil très riche, quoi. Vraiment, moi, je sais que le montage, c'est quelque chose que j'ai découvert en faisant de la vidéo et dont je ne me lasse pas. Il y a une magie du montage qui est un truc extraordinaire, quoi. Quand tu filmes, que tu te retrouves sur le banc de montage et que les choses marchent, que tu dis waouh, ça j'étais pas sûr, et puis là il y a un truc qui se passe, et ça c'est vraiment un plaisir. Et donc voilà, il y a ce langage en plus qui peut bien sûr permettre de faire passer un message d'une manière plus agréable. Donc voilà, tout ça sert la pédagogie. Et en ce qui concerne l'humour, moi, mon souci avec l'humour dans la vidéo de vulgarisation, c'est que presque systématiquement, les gens qui ne veulent pas prendre le risque de perdre des viewers, donc farcissent leurs vidéos de vannes qui sont pas nécessaires. Et souvent, donc c'est le cas des nouvelles chaînes souvent, quoi. Ils se disent, ok, donc je vais observer ce qui se fait sur toutes les chaînes de vulgarisation, par exemple, je vais repérer les codes, et donc ok, là ils font des vannes, donc je vais faire des vannes, je vais en placer toutes les 5 secondes. Et souvent quand je vois ça, je me dis, non mais si les gens viennent voir une vidéo de vulgarisation, si les gens viennent voir une vidéo qui parle de science ou d'histoire ou de maths, c'est pas pour se marrer, quoi. C'est parce qu'ils ont envie d'apprendre des choses sur ce sujet-là. C'est pas la peine de placer des vannes toutes les 5 minutes. Donc moi je pense que c'est bien de faire de l'humour quand quand l'occasion se présente naturellement, mais quand c'est forcé, je trouve ça vraiment gênant, en fait. Souvent, moi, la réaction que j'ai, c'est ok, vas-y, fais ta vanne, c'est bon, mais maintenant parle-nous du truc pour lequel on est venu voir ta vidéo, quoi. Et je remarque que chez les vidéastes plus aguerris, donc ils font ça depuis plusieurs années maintenant, il y a une tendance justement à lâcher un peu ce côté vanne toutes les 5 secondes pour être sûr que les gens ne vont pas quitter la vidéo. Et donc voilà, je pense que c'est pas nécessaire, qu'il ne faut pas forcer le truc. Donc que ce soit chez Ben ou chez moi, parfois il y a des petits trucs. Et justement, c'est d'autant plus efficace que c'est pas rare. farci. Donc du coup, dès qu'il y a une vanne, forcément, c'est beaucoup plus explosif que si on avait toutes les 5 secondes, quoi. Donc, je te laisse du coup. Oui, c'est répondre à clair. ça. Moi, j'espère avoir été un minimum drôle quand je me suis donné la peine de me faire des 13 bretzels pour l'épisode Star Wars. Tu vois, quand même. Merde. Sinon, alors, en ce qui concerne l'intérêt de la vidéo, mon intérêt, de toute façon, il est là depuis très longtemps, puisque moi, depuis que je suis tout gamin, ma passion première, c'est l'audiovisuel, c'est le cinéma. Mon père avait une vidéothèque chez lui de 700-800 cassettes où je connaissais par cœur tous les trucs. Et j'ai fait 6 ans de boîte de prod avant de lancer Nota Bene. Et il est évident qu'il y a, comme le disait Patrick, je le rejoins tout à fait là-dessus, c'est une espèce de combo
de plusieurs arts comme l'écriture, oui, l'icono, la mise en lumière, et la caméra elle-même a son propre langage qui permet de soutenir un discours et qui permet de le soutenir de manière très très efficace. Il y a ça, et puis il y a aussi le fait, alors si on se détache de toutes ces préoccupations et qu'on revient un peu dans le système capitaliste cher à Léo, eh bien on le voit très bien depuis quelques années, la consommation de vidéos sur Internet, elle explose littéralement. Donc je pense que c'est aussi bien que la vulgarisation soit présente là où le public est présent aussi. Alors c'est bien qu'il y en ait sous forme d'écrit, sous forme de podcast, etc. Mais c'est bien aussi qu'il y en ait sous forme de vidéo. Et on le voit, l'explosion des chaînes de vulgarisation, ça en France, ça a 3 ans maintenant, 2 ans, 3 ans. Bon, a priori, c'est quelque chose qui manquait avant. Sinon, il n'y aurait pas pu avoir cette explosion-là à ce moment-là. Il y avait une demande, un réel besoin de développer ces chaînes-là. C'est pour ça, je pense que ça a fonctionné aussi, parce que les gens ont su se saisir à un moment donné de ce média en se disant, bon, ok, il se passe plein de choses, tentons d'en faire quelque chose d'intelligent, quoi. J'avais aussi une question pour vous deux. En fait, Oui, là. Merci. Nota Bene, tu as dit tout à l'heure que tu étais en lien avec des musées, par exemple. Du coup, je me suis demandé quelle est la place des vidéos de vulgarisation scientifique face aux institutions qui semblent prôner un peu la détention du vrai savoir, entre guillemets. Bon, alors ils sont souvent plus ouverts que ce qu'on veut bien laisser penser, mais en fait le truc c'est qu'il faut bien comprendre que les institutions, que ce soit musée, office de tourisme, machin, c'est des usines à gaz. Il y a tellement d'étapes de contrôle, de validation, de trucs de machin, que finalement d'un point de vue création, réactivité, c'est très compliqué pour eux, quoi. Et là je vois, enfin moi actuellement j'ai une série que j'ai fait avec le CNC sur la Première Guerre mondiale avec un épisode chaque mois. Les retours que j'ai, c'est jamais sur le film. C'est toujours sur le générique de fin où ils disent attention, il y a une faute d'orthographe là, faut faire gaffe parce qu'on a le partenaire qui va nous taper dessus. C'est toujours des usines à gaz incroyables, et c'est très, très compliqué de pouvoir mettre un pied dedans et mener un projet à terme, parce qu'en finalement il faut savoir que bon, moi quand je commence une vidéo, en général une vidéo ça me demande entre 1 semaine, 3 semaines, 1 mois de boulot. Dès qu'on touche à une institution, ça va tout de suite être 3-4 mois de projet, parce qu'il y a tout un aspect suivi machin qui fait que ça va pas mal freiner aussi des créateurs. Enfin, je le disais, Arte Créative, moi Arte ils sont venus me voir en me disant Ben, ça te dit de faire un truc avec nous? Je fais ouais, qu'est-ce que tu veux faire? L'histoire d'un jeu vidéo, trop bien, on fait ça. Bon, je fais banco, on tape la main. Je me dis dans 3 mois, c'est bon, il y a les premiers trucs qui commencent à sortir, quoi. Bon, finalement, ça aurait mis 2 ans. Donc, c'est c'est toujours des processus qui sont longs, qui sont difficiles à appréhender pour un créateur web. Voilà. Après, la retenue du savoir, bon, j'y crois pas trop, parce que effectivement, souvent, j'ai été confronté à des gens dans ces institutions qui sont très heureux de pouvoir partager justement leur savoir. D'ailleurs, j'étais au musée de l'armée il y a, je sais pas, 2 mois. On avait un rendez-vous qui devait durer 1 heure, ça a duré 2h30. Et finalement, je suis sorti du rendez-vous, je suis parti avec la nana qui était en charge de la collection de l'artillerie. Et on s'est posé devant 2 canons, on a parlé 45 minutes des 2 canons qu'il y avait à l'entrée du musée, quoi. Donc c'est des gens qui sont passionnés aussi. Voilà. Après, je pense qu'effectivement, ce qui bride un peu parfois leur com, c'est tous ces processus un petit peu longs, etc. Bon, après, il y a un autre truc auquel j'ai été confronté qui est pas du même ressort, mais disons que j'ai eu quelques, je soupçonne, faux rendez-vous. C'est-à-dire que, vu qu'ils savent qu'en tant que vidéaste web, on a une expertise en termes de communication et de vidéo web, ils nous invitent en faisant tiens, on va faire un truc ensemble. Et puis en fait, tu fais un rendez-vous avec eux de 2 heures, et en fait, c'est juste pour que eux se rapproprient derrière tes conseils et ils te rappellent jamais, quoi. Mais ça, c'est un autre problème que j'ai eu.
Eh ben alors, moi justement, j'ai eu une expérience assez étonnante avec, l'ENS. Non, pardon, pas l'ENS. L'ESA, pardon, donc l'Agence spatiale européenne. Donc on pourrait se dire que une agence européenne qui envoie des gens dans l'espace, c'est hyper carré, toi, que tu es vraiment à la virgule. Et j'ai jamais vu une vidéo validée aussi vite, c'est dingue. Vraiment, je pense que ça dépend des institutions, quoi. Ça dépend des gens qui y travaillent. Par exemple, pour le Louvre. Et le Louvre a vraiment débloqué un truc. Je pense que ça doit être la même chose pour toi. Ouais, carrément. Suite au Louvre, toutes les semaines, il y a des institutions, des musées qui disent tiens, ça vous dirait pas de. Donc évidemment, il faut trier, quoi. C'est pas toujours cohérent avec ce qu'on fait. Mais le Louvre a débloqué un truc parce que après la sortie des vidéos qu'on a fait avec le Louvre, la chaîne du Louvre a triplé son nombre d'abonnés. Les vidéos ont vraiment bien marché. Et donc, ils se sont retrouvés, les responsables com du Louvre se sont retrouvés à parler de cette expérience-là sur tous les médias. Et donc, du coup, les community managers et les responsables com des musées sont devenus fous avec ce truc-là. Ils se sont dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose avec des youtubeurs. Et du coup, ça a ouvert beaucoup, beaucoup de portes. Et ils sont en demande actuellement, ils veulent ça, quoi. Ils sont aperçus que c'était sans doute la meilleure manière de démocratiser leur contenu, leur musée, leur lieu, et que c'était la meilleure manière de toucher les jeunes, surtout. Et pour le Louvre, par exemple, on pourrait se dire que c'est une institution peut-être un peu sclérosée, quoi, qui est très très pointilleuse par rapport à son image et avec laquelle on peut faire n'importe quoi. Mais là, pour le coup, on a vraiment eu carte blanche. Ça, c'était génial. Donc, ils nous ont juste demandé si on était intéressé pour tourner dans le musée. Donc, évidemment, on a dit oui. Et après, moi, je sais qu'en ce qui me concerne, la condition, c'était de faire ce que je voulais, quoi. S'ils m'avaient dit, on aimerait bien faire une vidéo avec des gens de YouTube, mais par contre, alors, il faudra les filmer ça, et puis dire ça. Moi, je l'aurais pas fait. Mais ça s'est vraiment pas passé comme ça du tout. Ils nous ont proposé de parler de ce dont on avait envie de parler. On a fait des entretiens avec les conservateurs du musée pour avoir des suggestions, tout simplement parce que, moi, par exemple, j'ai fait une vidéo sur les curiosités du Louvre et une vidéo sur les œuvres méconnues du Louvre. Et donc, j'avais fait mes recherches en amont. Donc, j'avais un certain nombre d'œuvres. Mais forcément, au Louvre, il y a plusieurs dizaines de milliers d'œuvres, donc on ne peut pas tout connaître. Et donc, on a fait des rendez-vous avec les conservateurs de chaque section pour qu'ils nous proposent des œuvres, pour qu'ils nous disent, là, moi j'ai ça qui pourrait vous intéresser, etc. Donc ensuite, fort de ces suggestions, moi j'ai fait un mix de tout ça. Et ensuite, j'ai envoyé le script. J'ai dit, voilà ce que je vais faire. Et donc, il y a eu une relecture, en fait, pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'erreur, tout simplement. Mais ça a été très rapide. Toi, je pense que ça a été plus compliqué, toi. Par contre, moi, ils ont corrigé les fautes d'orthographe. Ah, voilà. Moi, j'ai pas eu ça. Mais je crois que c'était une femme en particulier, non, qui était pointilleuse avec ça, non? Une femme on va pas la nommer, hein. Mais il y avait donc la conservatrice d'un département qui était extrêmement pointilleuse, effectivement, sur les fautes, apparemment. Ouais, je vous reparle vite fait, si tu veux. Ouais. Bon, voilà. Et donc voilà, mais une fois que ça a été fait, une fois que le script a été validé dans le sens où il n'y avait pas d'erreur dedans, on a eu carte blanche, on a pu aller dans toutes les salles dans lesquelles on souhaitait tourner, ce qui est juste un rêve. C'est incroyable de pouvoir se retrouver seul dans le Louvre, seul face à la Joconde, seul de partout. Ça, c'était vraiment dingue. Et donc, c'est grâce à cette confiance, en fait. Moi, je reste encore aujourd'hui étonné de la confiance que le plus grand musée du monde a accordé à 3 créateurs qui venaient d'Internet. Ils auraient pu être très méfiants, se dire « Oh là là, c'est peut-être casse-gueule, qu'est-ce qu'on fait ? On va associer notre image à des gens qui viennent du net. Peut-être que, du coup, on va pas être pris au sérieux là-dessus, machin. » Et donc, ils ont décidé de nous faire confiance. Et ça a payé, puisque les vidéos ont vraiment très bien marché. Et du coup, ils ont ouvert une porte là. Et depuis, il y a beaucoup d'institutions qui recherchent ce type de partenariat. Et donc, dans le cas de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, ça s'est initié il y a à peu près 6 mois, je dirais, où ils nous ont proposé de venir tourner au centre d'entraînement de Cologne, qui est le seul centre d'entraînement pour astronautes en Europe. Et ils nous ont proposé à Julien Josselin et moi-même d'aller là-bas, parce qu'on avait déjà fait une vidéo l'année dernière sur l'espace, qui est sur la chaîne de Julien Josselin, Jules Fou. Et
Et donc, tout de suite, on s'est dit, oui, évidemment, quoi, parce que c'était une opportunité unique. On a eu l'occasion d'aller dans un lieu qui n'est fréquenté normalement que par des astronautes, quoi. Donc, on a pu essayer les différentes machines d'entraînement. C'était incroyable, vraiment, c'était une opportunité dingue. Et à la base, on devait aller à Baïkonour, donc en Russie. Donc là, c'était encore plus fou. Mais le truc, c'est qu'ils nous ont dit, bon, par contre, si on va en Russie, vous pourrez pas faire ce que vous voulez, quoi. C'est limite si vous n'aurez pas un soldat au cul pour vous dire attention, pas à droite mais à gauche. Donc ils nous ont dit, à notre avis, c'est mieux de le faire à Cologne. Parce que vous pourrez faire ce que vous voulez, donc vous aurez carte blanche, vous pourrez tester tous les entraînements que vous voulez. Et donc c'est exactement comme ça que ça s'est passé. On est arrivé à Cologne, on a fait un premier repérage, on est allé de partout, et c'est dingue parce qu'il y a un hangar notamment dans lequel il y a des répliques de la station spatiale, répliques de vaisseaux, c'est immense, et donc on se retrouve là-dedans, quoi. Et donc, ce qui est drôle, c'est que donc, nous, on a été accueillis par donc, le responsable communication de l'ESA, qui s'appelle Jules Grandcir, qui est un mec incroyable. Et pour la petite anecdote, il s'est retrouvé à l'ESA, alors qu'à la base, le type est spécialiste en manuscrits médiévaux. Donc le mec lit les manuscrits du Moyen-Âge dans le texte, quoi. Et il s'est retrouvé donc, à l'ESA, donc, à gérer l'image des astronautes, enfin un parcours assez fou. Et donc ce type, quand on est arrivé, il nous a annoncé la couleur directe, il nous a dit écoutez, moi, une fois par mois, je fais un truc qui risque de me faire virer. Il me dit ce mois-ci, c'est ça, c'est la vidéo. En gros, il y avait assez peu de gens dans le complexe, il y a énorme le truc, hein, le centre d'entraînement là. Il y avait assez peu de gens qui étaient au courant qu'il y avait une vidéo qui était en train de se tourner, quoi. Et donc à un moment donné, on va là où il y a la centrifugeuse, et donc il nous dit bon là je vous préviens, donc on va voir donc une collègue qui risque donc de pas être ravie de ce qui se passe, donc vous inquiétez pas, je gère la situation et tout. Et donc à un moment donné, je vois un caisson de décompression. Donc dans lequel voilà, les astronautes et les pilotes de chasse aussi vont s'entraîner pour se préparer donc à différentes formes de pression atmosphérique. Et donc le truc est très cinématographique, on va dire, quoi. J'imaginais les images que ça pourrait donner. En gros, c'est vraiment un caisson avec un hublot, puis on rentre dedans. Et donc je dis à Jules, je dis, tu crois qu'on peut aller tourner là? Et là, il jette un œil à ses collègues. Et il nous dit, bon, il regarde pas, allez-y, quoi. Et là, je me suis dit, wow, on est sur un truc où vraiment, c'est en freestyle, quoi, alors que c'est quand même l'agence spatiale. Et donc, on a fait ça un peu comme ça sur tout le séjour. Donc, ça a duré 2 jours, où on a vraiment tourné tout ce qu'on voulait. Et une fois la vidéo terminée, je me suis dit, bon, peut-être que c'est sur la validation qu'on va avoir plus de mal, là, parce que... Et j'envoie la vidéo à Jules, et je lui dis, bon, ben voilà, tu valide-moi quand tu peux. Et je m'attendais à ce que ce soit validé au bout d'une semaine, quoi. Putain, 5 minutes après, il m'envoie un mail, enfin un quart d'heure après, le temps de voir la vidéo en fait. Il me dit bon, c'est validé. Et donc, mais il a vraiment rien trouvé à redire, quoi. Alors que, j'imagine qu'en réalité, vraiment, si on avait creusé, il y a sans doute des protocoles où il aurait fallu mettre des logos, des trucs. C'est bon. Et donc voilà, donc ça dépend des institutions, quoi. En réalité, parfois, on peut avoir des surprises en fonction des gens qui y travaillent. Il y en a qui sont très à cheval, il y en a qui sont pas très bien organisés, il y en a qui sont open. Oui, mais pour le coup, ça se sent effectivement. Moi, ce souci que j'avais eu avec le musée du Louvre, alors, globalement, ça s'était très très bien passé, hein, et j'ai eu aucun problème. Il y avait eu une personne qui avait posé problème parce que dans le script en fait que j'avais rédigé, ça manquait un peu d'adjectifs amélioratifs selon elle. Donc quand je mettais les couleurs étaient sublimes, ces très belles couleurs sublimes, voilà. Alors elle rajoutait beaucoup d'adjectifs autour parce qu'il fallait bien vendre son département. Mais globalement, bon, moi je l'ai pas fait, hein. J'ai pas cédé à la pression, et parce que la communication avait bien compris que cette personne-là n'avait pas compris finalement le milieu internet, et que ça allait être totalement contre-productif. Après, pour en revenir et finir avec cet aspect de retenue du savoir par les musées, il faut savoir quand même que ces entretiens qu'on a eus avec les conservateurs, alors moi malheureusement le premier entretien je l'ai pas fait parce que j'y pensais pas, mais deuxième entretien je me suis dit tiens, c'est quand même con qu'on ait des entretiens et qu'on puisse pas en faire de la source primaire. Et du coup j'ai décidé d'enregistrer tous les entretiens
que j'ai eus avec les conservateurs. Et ces entretiens-là sont disponibles sur ma chaîne bonus, vraiment à tous. Et du coup, ça prouve bien qu'il n'y a pas une volonté de retenue, il y a plus une volonté de partage et de collaboration. Et en tout cas, moi, ça m'a permis de créer du contenu supplémentaire autour de l'épisode qui va être beaucoup plus fouillé et qui montrera un petit peu le processus de création avec ces entretiens qu'on a eus avec ces conservateurs qui, ma foi, étaient quand même très sympathiques. C'était passionnant parce que c'est quand même les plus grands spécialistes dans leur domaine, quoi. Les conservateurs du musée du Louvre, a priori, c'est vraiment les pointures, quoi. Et donc c'était passionnant de pouvoir s'entretenir avec ces gens qui sont passionnés, pour certains qui sont assez excentriques. Ah oui, il y a Ludovic Logier, voilà. du département de Grèce antique. Déjà ouais, Grèce antique, qui avait été élu la pire coiffure de l'année 2016, un truc comme ça, je crois. C'est un personnage, 2015. quoi, vraiment. Il y a un petit côté Doctor Who, là, c'est un petit nœud pape, là, et tout ça. Et donc voilà, c'est vraiment des passionnés. Moi, je me rappelle d'un truc, c'était le département des arts islamiques, je crois. C'est comme ça qu'il appelle le département des arts islamiques. Alors, il y a il y a l'art de l'islam, le jeu de l'art de l'islam, et il y a Antiquité orientale. D'accord. Il y a les deux qui sont... Il me semble que c'était l'art de l'islam, là. Et donc, voilà, moi, ce que j'avais expliqué aux conservateurs, c'est que je cherchais les œuvres les plus surprenantes, les plus curieuses. Et donc, forcément, vu qu'il s'agit d'experts qui ont consacré leur vie à leur matière, ils n'ont pas forcément les mêmes critères de bizarrerie ou d'étrangeté. Et donc, il y a donc une des deux conservatrices qui me dit: ah oui, alors moi j'ai un truc là, donc c'est une faïence, il y a des reflets. Quand on regarde la faïence de face, elle est de telle couleur, puis quand on la regarde de côté, c'est bleu. Et donc, comme elle me dit ça, je me dis, ok, ça doit être un truc de fou. Genre vraiment, ça change complètement de couleur. Et donc, on arrive devant le carreau de faïence en question, et elle me dit, vous voyez? Et donc, je regarde, je dis, bah non, je vois pas. Elle me dit, si, regardez. Et donc, on se penche, et effectivement, il y avait une légère nuance bleutée. Mais pour elle, c'était extraordinaire, c'était un truc de fou. Et donc je lui ai dit, le truc, c'est que pour le grand public, ça risque de pas être aussi extraordinaire que pour vous, en fait. Donc elle était vraiment déçue que ce soit pas pris dans la vidéo, quoi. Je dis, vous êtes sûr, regardez comme c'est beau. Je dis, mais c'est super beau, mais voilà, ça va pas. Donc ça, c'était assez marrant, ouais. Ouais, mais en plus, ce qui était rigolo, c'est la diversité aussi des personnes qui bossaient au niveau de ces départements. Parce qu'on avait effectivement des personnages très excentriques, d'autres qui étaient beaucoup plus protocolaires. Puis on en avait, c'était une sorte d'ovni. Enfin, moi, le conservateur des antiquités orientales, bon, c'est un type... le mec, il écrit pour un magazine de jeux de rôle, il fabrique lui-même ses jeux de rôle, il a une boîte de jeux de rôle. Et voilà, il était vraiment très friendly, quoi. Il était vraiment très détendu, quoi. Alors, Victoire, combien de temps il nous reste? Je t'entends. Il nous reste le temps d'une question. Et Ok. après, Ouais, après vous pouvez poser des questions pendant en la termes de dédicace. temps, parce que je sais qu'il en reste 2 dans le public, moi j'en ai une, et je veux savoir combien de temps je peux À la régie, embêter nous- l'IUT. Il nous reste combien de temps? Faites-moi un signe. Ah, j'ai une petite question pour Victoire. Ah. Est-ce que tu as pris des petites photos par hasard, histoire qu'on poste peut-être On après a sur une les réseaux, photographe qui est ouais. juste là. Ok. Cool. Ok. Bon. Bah, écoutez, on pose une question du public. Léo, tu poses ta question et puis on va remercier est tout bon. le monde. Ok. On a une jeune fille qui Je vais Vas-y, te vas-y, redonner vas-y. le micro. Bonsoir. Non, en plus, il faut être rapide. Une question un peu plus personnelle par rapport à un projet plus personnel. On aimerait, avec un groupe ici présent, faire des vidéos sur YouTube. Alors, je ne sais pas si on va placer la vulgarisation, mais en gros, ça serait des sortes de tutoriels pour expliquer les démarches administratives, du type les démarches pour le RSA ou autre. C'est oui. Ouais, c'est pas bête. Et du coup, on se c'est oui, c'est ok. On se pose la question de comment commencer, parce qu'on a tout créé de A à Z, du script à l'esthétique, au personnage, à tout, enfin tout. Et les conseils et tout, enfin voilà, on est perdu donc.
Déjà, moi je trouve que c'est une super idée parce que c'est de plus en plus compliqué de trouver des niches sur YouTube puisque tout a été abordé. Et là, pour le coup, il y a une vraie plus-value, quoi. Je pense qu'il y a des tas de gens qui galèrent à mort pour remplir leurs papiers et tout ça. Il y a, comment il s'appelle Mathieu Longat qui fait Bonjour Tristesse, qui a créé une émission qui s'appelle... comment il appelait ça ? C'est l'inverse, je crois, c'est Bonjour Bonheur ou un truc comme ça, où en fait il donne des conseils juridiques, voilà, où il explique par exemple aux gens quels sont leurs droits dans le cadre de leur travail, etc. Et je pense que c'est des tutoriels qui ont un véritable intérêt et qui ne sont pas forcément très répandus sur YouTube. Donc déjà, je pense que c'est une bonne idée pour commencer. Et après, donc, moi, si j'ai un conseil à vous donner, pour la première, vous avez déjà fait la première vidéo ? Pas du tout, non. Pas du tout ? On en est au stade 0. Enfin, on est au stade idée, en fait. C'est de partir sur un truc qui risque de toucher le maximum de personnes, quoi. Une démarche administrative qui concerne tout le monde et qui est particulièrement emmerdante, et résister, s'il vous plaît, à la pulsion de placer des vannes toutes les 10 secondes. C'est pas nécessaire. Les gens qui viendront voir votre vidéo, c'est parce qu'ils veulent vraiment apprendre à remplir le formulaire B, machin, pas pour les vannes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais sinon, c'est une bonne idée. Non, après, il faut faire attention d'un point de vue technique aussi, mais ça, je pense que d'une part, peut-être à travers votre formation, puis d'autre part, à travers tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur Internet, on peut de toute façon se former ou trouver du matos pas cher pour faire les choses bien. Après, la force que vous pouvez avoir, c'est d'être un groupe, et donc du coup de pouvoir prendre un peu de recul sur le boulot des autres. Et ça, c'est hyper important. Il n'y a pas très longtemps, je suis intervenu sur un master d'histoire à l'université de Créteil. Et justement, j'invitais les étudiants à créer une chaîne YouTube autour de l'histoire pour essayer de créer une dynamique de groupe comme ça. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et je trouve que c'est juste génial que des étudiants puissent ensemble se fédérer autour d'un projet comme ça et qu'ils puissent le pérenniser. Non seulement ça va vous aider vous dans vos études, mais en plus ça peut permettre de déboucher sur des trucs hyper intéressants. Et là en l'occurrence, je pense que c'est d'utilité publique que d'expliquer un petit peu les démarches dans la jungle administrative française. Donc foncez-y. Après... ne vous compliquez pas la tâche au départ, c'est-à-dire que il est bon de pouvoir se lancer dans le grand bain à un moment donné et de ne pas prendre 10 mois pour sortir votre première vidéo. N'hésitez pas à lancer une première vidéo, à avoir des premiers retours et justement pour ensuite commencer à progresser, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc n'hésitez pas à faire des vidéos. Plutôt que d'avoir peur de se dire est-ce qu'on va faire bien ou pas bien et de prendre trop de temps éventuellement pour faire une première vidéo. Moi, c'est mon conseil. Parce que quoi qu'il arrive, la première ne sera pas parfaite, ça c'est sûr. Et souvent... On serait tenté de la supprimer. Ouais, mais souvent, mais quel que soit le domaine créatif d'ailleurs, quand on a envie de se lancer, on a vraiment envie que le premier truc qu'on fera soit parfait, quoi. Et c'est le meilleur moyen pour ne jamais faire, en fait. Et c'est vrai que la seule façon de s'améliorer, c'est d'essayer encore et encore, et quitte à sortir quelque chose qui n'est pas parfait, mais que vous considérez comme quand même réussi. Il ne faut pas non plus que la vidéo vous déplaise. Mais c'est vrai que c'est avec le temps, et uniquement avec le temps et l'expérience, qu'on peut s'améliorer. Ah, de toute façon, même encore maintenant, perso, quand je sors une vidéo... 2 mois après, je la regarde et je me dis putain, j'aurais pu faire ça mieux. Ouais. Voilà, il y a toujours un retour critique sur ses propres vidéos. Alors, j'aime vraiment beaucoup Victoire et je vais essayer qu'elle reste une amie et elle me demande d'arrêter depuis un moment. Donc, on va vous retrouver dehors. Donc, moi, je suis le capitaliste, donc je suis le monsieur aussi qui vend les livres dehors. Enfin, ça rapporte aussi à eux deux. On participe tous. Si vous avez des questions encore, que vous êtes un peu déçus de ne pas avoir pu les poser, et si vous êtes déçus d'avoir raté la question mystère de Léo, ils seront... nos youtubeurs seront aussi demain en dédicace à la zone du dehors, au 68 cours Victor Hugo,
vous pourrez peut-être découvrir cette question mystère et avoir la chance de les voir un peu plus. Je vais poser que celle-là demain. Tu vas poser que celle-là, ce sera peut-être le clou du spectacle. Voilà. Donc je vous remercie tous Merci d'être à vous. venus. Je remercie aussi la régie et la vidéo. Voilà, je vais vous laisser aller faire la queue pour la dédicace. Et vous avez aussi des sorties sur les côtés si vous n'avez pas envie d'acheter le livre. Voilà, ce qu'on comprend aussi, il n'y a pas de souci.